Mais une fois arrivé chez nous, et notre peuple est formidable. À un certain moment, nous avons l'impression que ce peuple-là est bête, ne comprend rien. Non, 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 non. C'est un peuple très éveillé. Quand Kabila arrive chez nous et qu'il commence à pouvoir s'imposer comme dictateur, notre peuple va aller dans la rue. Et n'oublions pas la rencontre que Kabila a eue avec son frère Étienne Tshisekedi Omulumba. Étienne Tshisekedi lui a dit ceci: mon frère, tu es venu escorté par des forces extérieures. Paye ce qu'il faut à ces forces extérieures pour qu'elles rentrent chez elles et que nous, on puisse organiser comme Congolais. Notre frère, Laurent Désiré Kabila, n'a pas entendu la chose de cette oreille. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, Étienne Tshisekedi Omulumba a été relégué au village comme un malfrat. Et heureusement, Laurent Désiré Kabila va finir par se rendre compte que ceux qui l'ont accompagné veulent s'imposer comme les maîtres du Congo sans plus. Maintenant, je vais dire quelque chose de positif. L'ouverture de l'espace public. Le fait qu'aujourd'hui, les compatriotes puissent s'exprimer librement, sans être poursuivis, même s'il y a des cas d'abus, comme on les a vus par-ci, par-là. Pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Le fait qu'ils réussissent à organiser chaque semaine un conseil des ministres. Donc, j'ai dit tout cela en ajoutant que je ne crois pas dans la notion du pouvoir au Congo. Non, Mais pas fait. oui, oui, le fait qu'il y ait cette rencontre permanente, c'est positif. Le fait qu'il ne soit pas trop dans les médias en train de réagir, c'est positif. Le fait que le Covid l'ait bloqué au Congo, c'est positif. Parce que la plupart de ces voyages commençaient à agacer les compatriotes. C'est ça. Donc, avoir le pouvoir. Essayons. Je vais essayer avec vous de définir le pouvoir. Le pouvoir, c'est ceci. Ce sont les capacités matérielles, intellectuelles, spirituelles, culturelles, politiques, économiques, financières, militaires, juridiques, qui permettent à ceux qui les ont de pouvoir gouverner. Et les capacités qui leur donnent autonomie et souveraineté. Mais regardez, militairement, nous sommes infiltrés avec le processus de brassage et de mixage. Nous avons les militaires rwandais à Kananga, dans ma ville d'origine. Nous les avons dans plusieurs de nos villes. Le processus de mixage et de brassage a pris le CNDP, le RCD, le M23. Et ce processus les a redistribués partout au Congo. C'est-à-dire, notre armée a été infiltrée de l'intérieur et affaiblie de l'intérieur. Ça, c'est d'un de deux. Du point de vue des ministères, vous avez un monsieur du RCD Goma qui s'appelle Rouberoa, qui est ministre de la décentralisation. Mais on est malade, mais on est fou. Ce monsieur qui a lutté pour que le pays soit balkanisé, vous le mettez là où il peut balkaniser votre pays. Mais on est malade. Et ce que nous avons connu en 1888, déjà en 1896, était la continuité de ce que nous appelons, en empruntant l'expression du pape François, une guerre en morceaux. Le Congo
depuis son attaque par les forces extérieures au XVIe siècle, on peut même remonter au XIVe siècle quand Diego Cao prétend qu'il découvre l'embouchure du fleuve Congo, alors que l'embouchure du fleuve Congo existait avant que Diego Cao n'arrive dans notre pays. Les livres d'histoire ont fait une publicité inutile de ce voyage de Diego Cao chez nous en écrivant ceci. En 1482, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et nous avons étudié ça quand nous étions enfants dans nos livres d'histoire. C'est ça. C'était tellement ridicule. Tellement ridicule. Et pourquoi? Parce que étudier cette histoire-là consistait à soutenir l'idée selon laquelle, avant que les autres viennent nous rencontrer, nous n'existions pas. Avec M. Jean-Pierre Mbelou, nous allons également parler de la nomination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'armée et dans le judiciaire. Et enfin, nous allons essayer un peu d'aller en profondeur sur l'Église et la politique et surtout le comportement des responsables de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Voilà donc les éléments qui vont constituer notre discussion de ce jour avec M. Jean-Pierre Mbelou. Notre invité du jour, c'est M. Jean-Pierre Mbelou. M. Jean-Pierre Mbelou, je vous présente ici comme un philosophe de formation, auteur de plusieurs publications et articles, et surtout un analyste politique sur le problème que la RDC est en train de connaître. Avant de commencer, M. Jean-Pierre Mbelou, je demanderai d'abord à nos téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube de cliquer sur s'inscrire et sur la cloche pour avoir des notifications quand nous mettons des nouvelles vidéos. Alors, sans plus tarder, nous revenons chez notre invité. Bonjour, M. Jean-Pierre Mbelou. Bonjour, Don Kayembe. Alors, très heureux de vous revoir une fois de plus sur ces plateaux. Nous ne voulons pas perdre le temps en allant tout droit au but. La première question, c'est cette journée du 2 août. En 1998, c'était un dimanche également, le 2 août. Il y a eu un événement pas de moindre en RDC, une année après la prise de pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila, appuyé par la FDL. Est-ce que cette date vous rappelle quelque chose, M. Jean-Pierre Mbelou? Donc, KMB, merci de me poser cette question qui est essentielle pour plusieurs compatriotes congolais. Je vous informe que si vous allez sur Facebook ou sur Twitter, vous allez vous rendre compte que plusieurs compatriotes ont choisi de célébrer en ce jour les morts liés au génocide congolais. Et ceux qui essaient d'étudier cette question en profondeur se rendent compte que ce qui a eu lieu le 2 août 1998 fait partie d'un processus initié déjà au XVIe siècle avec l'arrivée des Portugais dans notre pays. Et ce processus s'est poursuivi à Berlin en 1884-1885 avec la subdivision de l'Afrique en plusieurs entités. Et ce que nous avons connu en 1888, déjà en 1896, était la continuité de ce que nous appelons, en empruntant l'expression du pape François, une guerre en morceaux. Le Congo, depuis son attaque par les forces extérieures au XVIe siècle, on peut même remonter au XIVe siècle quand Diego Cao prétend qu'il découvre l'embouchure du fleuve Congo, alors que l'embouchure du fleuve Congo existait avant que Diego Cao n'arrive dans notre pays. Les livres d'histoire ont fait une publicité
inutile de ce voyage de Diogo Cao chez nous en écrivant ceci. En 1482, Diogo Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et nous avons étudié ça quand nous étions enfants dans nos livres d'histoire. C'est ça. C'était tellement ridicule. Tellement ridicule. Et pourquoi? Parce que étudier cette histoire-là consistait à soutenir l'idée selon laquelle, avant que les autres viennent nous rencontrer, nous n'existions pas. C'est déjà un mauvais départ. Alors vous comprenez que les guerres qui ont eu lieu après pour pouvoir conquérir notre territoire ont tout fait pour que les nôtres, qui avaient la jugeote, qui avaient la capacité de comprendre et d'organiser leurs compatriotes, puissent être assassinés et tués. C'est déjà l'exemple de la jeune dame Kimpamvita, qui, à 20 ans, comprend l'enjeu de la conquête de son pays par les forces extérieures et essaie de s'organiser avec ses compatriotes pour que ces forces ne puissent pas détruire le royaume Congo. Mais elle va mourir assassinée dans la vingtaine de... Alors, vous voyez, déjà à cette époque-là, le Congo a fait montre du fait qu'elle avait des fils et des filles capables de pouvoir s'opposer à l'occupation extérieure. Donc, après, il y a eu 1884, 1885, avec l'occupation, l'esclavagisme et l'occupation du Congo par les forces extérieures, et avec en tête M. Léopold II, et les luttes, les résistances des compatriotes, de nos aïeux, de nos pères et mères de l'indépendance ont quand même finalement abouti aux élections de mai 1960 avec l'élection de Lumumba et de son parti et au suffrage universel. Donc, c'était la toute première élection démocratique en République démocratique du Congo. Oui, organisée par notre ex-métropole, et Lumumba est élu au suffrage universel en 1860. Malheureusement, ce jeune homme d'une trentaine d'années était un autodidacte de grande facture. Il avait réussi à avoir la maîtrise des questions essentielles du Congo en un rien de temps, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Lumumba, jusqu'en 1956, il était encore membre proche du Parti libéral belge. Mais quand il effectue son voyage au Ghana, qu'il rencontre Kwame Nkrumah, qu'il rencontre Frantz Fanon, qu'il rencontre tous les autres grands noms du panafricanisme, quand il retourne dans son pays, il est feu et flamme. Il organise des meetings et voudrait que le Congo soit parmi les pays africains qui déjà, en 1960, peuvent avoir leur indépendance, c'est-à-dire un maximum d'autonomie et la maîtrise de leur pays. Et Lumumba ne s'arrêtait pas tout simplement à l'indépendance du Congo. Lumumba disait ceci: dès que le Congo est indépendant, nous devons pouvoir lutter pour que d'autres pays africains, eux aussi, deviennent indépendants. C'est l'un des initiateurs du panafricanisme à cette époque-là. Malheureusement, le 17 janvier 1961, il va être assassiné. Et depuis cette date, notre pays connaît ce que Frantz Fanon appelle la désorientation existentielle. Tout ce que nous avons connu comme capitaine médaillé des forces extérieures, comme marionnettes et proxy, ont travaillé pour que ce pays-là ne puisse pas se remettre sur les rails et devenir un véritable État.
Quand M. Mobutu, qui avait été utilisé pendant la guerre froide comme le chef d'orchestre de l'organisation de la stabilité de l'Afrique, du Congo et de nos voisins, quand ces maîtres vont se rendre compte qu'il est malade, ils vont s'organiser pour changer de proxy. Ils vont aller chercher Museveni, Kagame et les autres pour pouvoir attaquer le Congo. Donc, en 1996, les forces anglo-saxonnes. Pour dire 1996. 96, les forces dominantes anglo-saxonnes, avec leurs multinationales, vont attaquer le Congo par leurs proxys rwandais, ougandais, burundais, congolais interposés et imposer l'un de nos compatriotes, Laurent Désiré Kabila, comme chef d'État, à la place de Mobutu, qui, dans l'entretemps, va mourir au Maroc. Mais une fois arrivé chez nous, et notre peuple est formidable, à un certain moment, nous avons l'impression que ce peuple-là est bête, ne comprend rien. Non, 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 non. C'est un peuple très éveillé. Quand Kabila arrive chez nous et qu'il commence à pouvoir s'imposer comme dictateur, notre peuple va aller dans la rue. Et n'oublions pas la rencontre que Kabila a eue avec son frère Étienne Tshisekedi Omulumba. Étienne Tshisekedi lui a dit ceci: mon frère, tu es venu escorté par des forces extérieures. Paye ce qu'il faut à ces forces extérieures pour qu'elles rentrent chez elles et que nous, on puisse organiser comme Congolais. Notre frère, Laurent Désiré Kabila, n'a pas entendu la chose de cette oreille. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, Étienne Tshisekedi Omulumba a été relégué au village comme un malfrat. Et heureusement, Laurent Désiré Kabila va finir par se rendre compte que ceux qui l'ont accompagné veulent s'imposer comme les maîtres du Congo sans plus. Avec les pressions intérieures qu'il va subir, il finira par choisir de pouvoir revoir les alliances conclues avec les forces extérieures. JP, avant que vous ne continuiez, je voudrais poser une question là. Là, vous parlez d'abord de la première guerre de AFDL et vous dites qu'il a été accompagné. Maintenant, ici, il y a un problème qui gêne les Congolais. Qui sont ceux-là qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila, puisqu'il y a une force qui cherche beaucoup plus qu'on appelle les Benyamulenge, ils cherchent plus que tout le monde. Et pourtant, les gens disent que quand Mzee venait, il venait avec un système un peu méli-mélo. Donc, les Congolais, les Rwandais et même les Tutsis qu'on appelle des Nyamulenge. Exactement, qu'est-ce qu'il y a avec ce groupe ethnique qui semble vraiment se déclarer congolais et qui se déclare être marginalisé? Donc, je vais vous amuser et après, je répondrai correctement à cette question. J'ai un ami que j'aime beaucoup et de temps en temps, nous essayons de discuter sur des questions sérieuses. Et cet ami n'a jamais cru, et comme moi aussi, en la thèse de Banyamulenge. Pour lui, me dira-t-il un jour, il est en train de m'accompagner à une gare. Il me dit, mais les Banyamulenge, c'est qui? Ce sont les anglo-saxons qui nous font la guerre. Donc, ils prennent différentes dénominations. Ils peuvent s'appeler Banyamulenge, ils peuvent s'appeler... Alors, voilà, vous voyez, vous rigolez. Et j'avais sérieusement rigolé
Les Banyamulenge, ce ne sont que des garçons de cour, ce sont des subterfuges, ce sont des prétextes pour une guerre menée par les forces anglo-saxonnes et leurs multinationales. Vous prenez un livre aussi bien écrit que celui de Joseph Kizerbo, c'est un entretien à quand l'Afrique. Il y a des pages qui sont tellement claires, qui vous montrent comment, quand Laurent Désiré Kabila et ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire Museveni, Kagame et tous les autres, il y avait aussi des Congolais dedans, tous les autres, mais les grands proxys des anglo-saxons à ce moment-là, c'est Museveni et Kagame. Et il y a un film. Ils sont tous d'autres aussi. Oui, il y a un film qui a été tourné par la BBC. Quand nous parlons du Congo, n'oublions pas qu'il y a une documentation sérieuse sur la guerre qui nous a été menée. Vous prenez, vous qui vivez dans les pays anglo-saxons, vous prenez tout simplement le film tourné par la BBC et intitulé Rwanda's Untold Story. Il est tellement clair, il montre qui a fait quoi et pourquoi. Alors ici, je faisais allusion au livre de Joseph Kizerbo, À quand l'Afrique. Il y a des pages qui vous montrent comment Laurent Désiré Kabila et les proxys ougando-rwandais ont été financés par les multinationales anglo-saxonnes. Et il y a un livre qui a posé beaucoup de problèmes à sa parution et qui a même été retiré sur le marché. Sur le livre est écrit par Alain Denou et l'une de mes amies. Le livre est intitulé Noir Canada. Quand vous prenez ce livre-là, vous voyez quelles sont les entreprises multinationales qui ont été impliquées dans cette guerre et qui l'ont financée. Aujourd'hui, c'est ça la chance que nous avons. Nous avons la chance d'avoir une très bonne documentation sur cette guerre. J'ai cité Alain Denou, j'ai cité Joseph Kizerbo, mais vous prenez le livre de Pierre Peyon, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Toutes ces questions sont détaillées. Vous prenez le livre publié par Noam Chomsky et André Vlček, l'Occident terroriste. Tout ce que je vous dis ici est détaillé. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous laisser distraire sur cette question de la guerre parce qu'elle est très détaillée dans beaucoup de documents. J'ai cité les grands, mais vous prenez le livre de Colette Brackman, Les nouveaux prédateurs politiques de puissance en Afrique centrale. Les détails sont donnés. Vous prenez le livre de Marie-France Cros et son conjoint intitulé Géopolitique du Congo. Tout ça, c'est détaillé. Il y a des détails. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas approfondir les questions liées à cette guerre. Et il n'y a pas eu de première guerre et de deuxième guerre. C'est une même guerre menée par morceaux. C'est-à-dire... Je voudrais bien d'abord que vous parliez d'abord de Binyamulenge, Jean-Pierre. Est-ce que c'est cette identité? Les gens se déclarent congolais, mais les Congolais ne veulent pas qu'ils soient considérés comme congolais et par voie de conséquence, ils veulent s'imposer, ils disent que nous n'avons pas où aller, nous voudrions que nous soyons reconnus comme tels. Monsieur Don Kayembe, je vous dis que cette histoire-là est un prétexte pour poursuivre la guerre. C'est-à-dire, quand le 2 août, Laurent Désiré Kabila rompt son alliance avec l'Ouganda et le Rwanda et demande
à ces deux proxys de pouvoir retourner chez eux, ils font semblant de s'allier au RCD Goma avec les Banyamulenge qui réclament leur part de gâteau chez eux au Congo. C'est-à-dire quoi? Un subterfuge. Ce sont les mêmes qui reviennent à travers le RCD Goma, mais qui voudraient se présenter comme des Congolais. Donc, quel était leur objectif? L'objectif, c'est de pouvoir diviser le Congo en des petits États faibles, malléables à souhait, manipulables par les forces anglo-saxonnes. Et c'est un Américain qui écrit un article très clair sur la question. Un Américain qui a publié le livre La fabrication du consentement avec Noam Chomsky, et maintenant il est décédé, Edouard Herman. Edouard Herman écrit un article, et c'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons plus nous contenter des petits débats sans source. Nous avons l'avantage d'avoir des textes sur lesquels nous pouvons plancher. Vous prenez l'article d'Edouard Herman intitulé « Produire les États ratés ». Donc, la guerre contre le Congo, l'intensification de la guerre perpétuelle contre le Congo en 96 et en 98 a ceci comme objectif majeur. Produire le Congo comme un État raté, c'est-à-dire quoi? Faire du Congo un pays qui, après avoir été confronté à une guerre permanente, devient incapable de pouvoir répondre aux besoins essentiels de son peuple. Et c'est cela qui devrait conduire à balkaniser ce pays, parce que quand Edouard Herman écrit son article « Produire les États ratés », il classifie le Congo parmi les États qui avaient été prévus par les forces anglo-saxonnes pour être détruits. Donc, le Congo apparaît dans cet article-là à côté de l'ex-Yougoslavie qui a été effectivement balkanisée. Le Congo apparaît dans cet article-là à côté de l'Iran, à côté de la Libye, à côté de la Syrie, à côté de la Somalie et de beaucoup d'autres. Donc, vous vivez aux États-Unis, allez sur Internet, tapez « Produire les États ratés », vous allez lire tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ou, mettez ce titre ici, « Our Kind of Man », vous avez encore une fois l'article d'Edouard Herman avec un autre Américain qui montre comment le choix de Bill Clinton était tombé sur Kagame, qu'il considérait comme leur homme de main et qui devait leur offrir le Congo et ses matières premières stratégiques. Mais là, nous devons faire très attention. J'ai déjà fait allusion à Kimpamvita. Le problème, l'objectif premier de ceux qui veulent conquérir le Congo, ce n'est pas d'abord les matières premières stratégiques, c'est d'abord ceci, éviter que le Congo puisse être géré, dirigé, gouverné par ses dignes fils et filles. Les gens qui sont sages et intelligents, qui sont fils et filles du Congo, que ce soit Kimpamvita, que ce soit Kimbangu, que ce soit Lumumba, tous ceux qui se sont révélés. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? L'un des conseils qu'un ambassadeur américain va donner aux Rwandais quand ils sont en train d'avancer chez nous, c'est ce conseil-ci, va leur dire ceci. N'oubliez pas que les Congolais sont des lumumbistes. Quand vous arrivez chez eux, ils pourraient se retourner contre vous et vous chasser. Ils le savaient. C'est Fabien Koussanika qui va révéler ce document-là, qui aurait été contenu dans les textes publiés par Zaïdi Ngoma ou un autre Congolais, mais je crois que si je ne m'abuse pas, je peux retrouver ça dans mes articles. On leur a dit, faites attention, ces gens-là sont des lumumbistes. Kabila pourrait un jour se retourner contre vous et vous chasser. Alors, quand Kabila se retourne contre
parce qu'il subit une pression très forte chez ses compatriotes congolais, ils veulent revenir, mais cette fois-là, ils reviennent comme des Banyamulenge. Vous voyez, ce n'est qu'un subterfuge, un prétexte. Ils vont revenir comme Banyamulenge. Alors Ils là, vont maintenant, revenir. vous parlez maintenant de la deuxième guerre. Non, 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 non. Donc, essayons, les miens et moi, nous ne sommes pas pour cette dénomination-là de la guerre congolaise. Alors, de Il n'y a toute pas façon, eu. non, non, écoutez, Oui, Jean-Pierre, donc je oui. voudrais qu'on fasse un peu un distinguo. Non, 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 non. Il y a la Oui, guerre d'abord, écoutez d'abord, s'il vous oui, plaît. oui, oui, oui. La guerre qui amène Abdel et Kabila de 1996 à 1997, on établit Kabila au pouvoir. Et puis, il y a des escarmouches entre lui et ses compagnons de lutte. Il se retire pour aller se refonder au nom de Benyamulenge et chemin faisant, ils deviennent RCD, que moi j'appelle deuxième guerre du Congo. Et vous dites non, c'est la continuité de la même guerre. C'est la continuité de la guerre qui commence déjà au XIVe siècle. Nous sommes en guerre pendant 5 siècles. C'est là que nous devrions être de temps en temps indulgents à l'endroit de nous-mêmes. Nous sommes trop durs à l'endroit de nous-mêmes. Quel est ce peuple qui connaît la guerre pendant 5 siècles et qui reste sans séquelles? Nous avons été détruits pendant 5 siècles. Mais on nous présente officiellement cette guerre comme en lui donnant plusieurs dénominations. Non, c'est-à-dire c'est une même guerre qui commence au 14e, 15e siècle, mais une guerre par morceau. Je préfère cette expression guerre par morceau que de parler de la première guerre, de la deuxième. Non, il n'y a pas de première guerre. Ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est ce que Pierre Péan appelle dans son livre le talk and fight. Les petits moments d'interruption ont servi à boutiquer de faux dialogues pour réarmer ceux qui devraient réattaquer. Ils peuvent s'appeler Banyamulenge, CNDP, M23. Ils peuvent prendre autant de dénominations, mais ce sont les mêmes forces extérieures qui les a. Donc, est-ce qu'on fabrique les armes au Rwanda? Est-ce qu'on fabrique des armes au Congo? Expliquez-moi comment ces gens ont toujours des armes qui leur permettent de pouvoir faire la guerre. Ils sont financés par les forces extérieures. Donc je disais, nous devrions être, à un certain moment, peut-être que j'exagère, indulgents à l'endroit des Congolais. Nous sommes attaqués, nous sommes tués depuis plus de 5 siècles. Nous nous défendons avec les moyens du bord et souvent mains nues. Et ces guerres nous ont traumatisés, nous ont abîmés, nous ont affolés et ont créé la crise de sens qui s'est transformée en débâcle. Ces guerres ont créé une crise anthropologique qui ont transformé plusieurs d'entre nous en des zombies. Nous ne sommes plus tellement des humains. Nous sommes devenus des zombies. Nous avons été tellement zombifiés que nous nous réveillons en appelant notre pays Elokoyo. Elokoyo, il faut tokaboleango, mutu na mutu, azo a été naï. C'est-à-dire, nous sommes traumatisés pendant plus de 5 siècles. Quel est ce peuple-là qui peut être traumatisé pendant autant de siècles et rester normal? Ne considérons pas les Congolais majoritairement comme étant des êtres normaux. Nous avons été détruits, déstructurés au plus profond de nous-mêmes. Heureusement que les plus éveillés d'entre nous essaient de nous remettre sur les rails, mais ça va prendre du temps et beaucoup de temps. Regardez, cette dénomination de la première guerre, de la deuxième, ce sont des dénominations qui viennent de l'extérieur, qu'on nous impose. Et comme notre imaginaire a été violé, nous pensons que nous devons pouvoir accepter ces dénominations-là. Il y a eu d'abord la guerre de Kabila avec ses amis. Après, il y a eu... Non, c'est une même guerre par morceaux. La guerre qui est menée contre nous a
duré 5 siècles, Ok, M. Dokayembe. ok, M. Jean-Pierre, c'est connu. Alors, mais cette même guerre qui tendait vers la fin, bien que sous police ça continue, ça mène à la mort de Joseph, toujours je répète, je m'excuse, cette même guerre que vous dites qui tendait vers la fin et ça nous amène en 1998 et quelques années après, c'est la mort de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous en dites? Mais regardez, je vais vous montrer comment c'est une même guerre. Lumumba meurt, est assassiné le 17 janvier 1961. Écoutez-moi bien. Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Mais quelle coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui tirent les ficelles dans les coulisses. Ils le tuent celui-là parce qu'ils ne pouvaient pas revoir les alliances qu'ils avaient nouées avec eux. Et quand il y a le livre de choses de Colette Brackman qui le dit très bien à la page 168, il dit pourquoi l'autre jeune homme là qu'on appelle Joseph Kabila a été choisi après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Lui a accepté de vendre le Congo au plus offrant. Et il y a encore le député français Jean-Luc Schaffhauser qui le dit en 2 vidéos de moins de 2 minutes, de moins de 2 minutes, qui dit ceci: nous avons été chercher ce jeune homme-là pour nos multinationales parce que nous savions qu'il était malléable, manipulable. Donc, eux n'ont pas renoncé à leur objectif, livrer le Congo aux multinationales anglo-saxonnes. Et quand vous suivez l'enquête qui a été menée par Bloomberg, ils vous disent comment il a liquidé les terres congolaises et les mines congolaises à des prix dérisoires. Des mines qui ont été vendues à 5 millions et qui ont été revendues à plusieurs millions. C'est-à-dire une même guerre avec des objectifs avoués et inavoués. Cherchons des jeunes gens manipulables à qui nous pouvons donner l'identité congolaise. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir esclavagiser ce peuple-là, l'avoir dans notre poche, ne jamais laisser à ces dignes fils, à ces dignes filles de pouvoir le gouverner. Nous voulons avoir des jeunes gens manipulables que nous présenterons aux Congolais comme ayant réussi parce qu'ils se seront fait un peu d'argent. Et les Congolais pourront alors adhérer à la thèse selon laquelle Jean ses alliés Lokopamba. Bon, Jean-Pierre, chemin faisant, la force populaire dictant, aujourd'hui, nous avons quand même un vrai Congolais à la tête du pays. Est-ce que cela pourrait faire une différence? Donc, je rigole. Je rigole. Je rigole et je rigole sérieusement. C'est-à-dire quoi? Plus de 20 millions, plus de 10 millions, plus de 15 millions de Congolais qui sont morts. Si nous célébrons la journée du 2 août aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas tomber dans l'amnésie. Est-ce que le digne fils dont vous parlez a pensé à célébrer ce jour avec nous? Vous avez lu quelque part un communiqué fait par ce digne fils pour dire les nôtres sont morts, nous devons célébrer leur martyr, nous devons célébrer leur génocide. Quand vous parlez du digne fils, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il ne s'associe pas à ses compatriotes qui disent qu'aujourd'hui, il y a eu génocide et que cela doit être célébré. Il n'y a pas longtemps, 200 Congolais tués à l'est du pays. Les drapeaux ont été mis en berne au Congo pour célébrer ces morts-là. Quel est ce pays du monde dirigé par ces dignes fils qui ne mettent pas des drapeaux en berne quand les leurs sont trucidés? Moi, je rigole. Je vous dis tout simplement, oui.
Mais vous ne facilitez pas la tâche quand même. Il est là-bas, il n'y a pas d'appui, c'est toujours des critiques, c'est toujours des rejets. Alors, trouvant un pays dans l'état qu'il a trouvé là-bas, nous pensons que vraiment, on devrait nous mettre tous derrière lui pour défendre ce Congo et développer ce Congo ensemble. Mais dès le premier jour, surtout la diaspora n'a pas accepté que non, nous avons maintenant notre frère, notre fils du pays, à qui nous devons travailler ensemble pour l'intérêt de nos terres. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas qu'on ait notre fils ou notre frère. Un frère que j'aime bien. Mais ce n'est pas ça le problème. Comment organise-t-on l'accès aux affaires au Congo? Voilà la question. Qui est-ce qu'on met à la tête du Congo? Et pour servir quels intérêts? Pourquoi est-ce que nous ne nous posons pas ces questions-là? Nous nous laissons berner par nos frères. Commençons par nous poser des questions essentielles. Qui devient, nous, les miens et moi, nous ne parlons jamais de pouvoir au Congo. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a un vide. Il y a un vide de pouvoir. Pourquoi? Monsieur Jean-Pierre, oui. Je pense qu'il y a un problème de processus dans ce pays-là. Oui. Quel est le vrai problème? Ça, c'est moi et quelques analystes. On ne peut pas remplacer un régime décadent, un régime qui a échoué par un autre régime directement. Il faut absolument qu'il y ait une transition. Une transition, c'est-à-dire quoi? Un temps de réflexion, un temps d'analyse et identifier d'abord les problèmes, analyser ces problèmes, trouver des solutions et à la rigueur avoir un plan de travail. Et là, maintenant, vous mettez un régime pour commencer un nouveau travail. Plusieurs fois, M. Jean-Pierre, 10 ans passés, on a fait beaucoup d'émissions avec vous. Vous insistiez beaucoup sur ce point-là, la refondation de la République démocratique du Congo. La refondation commence par des textes qui sont opposables à tous. Mais quand vous changez un régime par notre régime, attendez-vous à ce que nous sommes en train de vivre, je pense. Oui, mais donc, je suis très d'accord avec vous. Mais cela ne devrait pas éclipser la question de savoir comment les nôtres viennent aux affaires et avec qui ils travaillent. Ils travaillent avec qui? Est-ce qu'il est normal que nous puissions croire que c'est en faisant les mêmes choses avec les mêmes qui nous ont foutu la guerre que les choses vont changer? Les miens et moi, nous disons... Non, Jean-Pierre, c'est ce que je dis. Oui? On peut mettre même le Fils de Dieu au Congo tant que les règles de jeu, c'est-à-dire les textes qui régissent le Congo, sont les mêmes dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas l'homme, c'est plutôt la refondation du pays avec les textes en corrigeant les erreurs qu'on pouvait avancer. Ce n'est pas l'individu. Félix peut être là, Tshisekedi, il peut être là. Tant qu'il n'y a pas refondation, tant qu'il n'y a pas révision de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, eh ben, je pense que ce n'est pas ça la marche qu'on est en train de faire. Ce n'est pas en criant qu'il travaille pour tel, oh, il a été mis par tel, qui va résoudre le problème. Le problème, c'est de nous mettre autour de la table, ensemble avec celui qui est là. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, il ne peut y avoir qu'un seul président dans un pays quelconque, à un certain moment bien déterminé. Il est là, pourquoi ne pas nous mettre autour de lui et chercher à refonder ce pays-là? Vous posez un problème très sérieux. Vous posez un problème très sérieux. Et je suis d'accord sur les textes. Mais je vais vous évoquer un proverbe de votre langue maternelle. Je ne sais pas si vous connaissez encore votre langue maternelle. Dans votre langue maternelle, un proverbe dit ceci. Kashama ulela, mbuju ulela, kashama muimane. Et la chèvre met bas et le léopard est là. Et le léopard est à côté. Eh ben, donc ça ne se passe comme ça. C'est sa foi. Ça sera sa foi. C'est ça l'enjeu. Une refondation de la chèvre à côté du léopard
ne signifie absolument rien. Mais là où vous dites quelque chose de judicieux, c'est cet appel à pouvoir nous mettre ensemble. Mais avec qui? C'est ça la question. Avec celui qui est à la tête du pays, Jean-Pierre, je l'ai dit. Non, Donc, non, non, ce n'est non, plus une question d'individu, c'est question non, non, d'un peuple. non, oui, mais le peuple doit pouvoir s'organiser et organiser son leadership autrement. Nous, les miens et moi, nous insistons sur le leadership. Le leadership doit être patriote d'abord. Ça, c'est important. C'est que nous avons déjà à la tête du pays un patriote. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, oui. Le leadership doit être patriote, oui. Mais aussi collectif. Félix Lé, ok. Ça fait Non, deux. collectif ne signifie pas un individu. C'est-à-dire quoi? Fort de l'expérience que Lumumba, qui a essayé de lever la tête, a été trucidé, nous devrions apprendre à travailler à la tête de notre pays avec des grandes équipes. Un leadership de 10, 15, 20 personnes. Correct. Ils se choisissent entre eux ce que les latinistes appellent un primus inter pares. C'est là que vous avez raison. Nous devons pouvoir avoir un leadership collectif qui s'est choisi un primus inter pares, qui s'est choisi l'un des siens pour que si jamais on coupait la tête de celui qui l'a choisi, les autres têtes puissent rejaillir. C'est ça. Je ne vois pas cette politique-là. Nous devons pouvoir rompre avec la politique d'une seule tête. Elle ne nous avance pas. Nous devons avoir plusieurs têtes sur lesquelles nous comptons. Là, je suis d'accord avec vous. Si nous avons plusieurs têtes sur lesquelles nous comptons, et les têtes qui soient patriotes et qui sont prêts, comme disait Lumumba, quand après la sécession du Katanga, ils prennent l'avion, lui et Kasavubu, pour aller échanger avec les compatriotes katangais. Ils étaient dans l'avion et Lumumba disait, même s'il faut mourir, nous allons mourir. Le jour que nous avons un leadership collectif de 10, 15 personnes qui sachent prendre des risques au nom du Congo, là, on peut effectivement compter sur les nôtres. Mais un leadership qui revoit, et là, j'ajoute quelque chose à ce que vous avez dit, qui revoit son approche géostratégique. Nous ne devons pas à tout moment avoir les mêmes partenaires extérieurs. Essayons de changer des partenaires géostratégiques. Ayons nos partenaires classiques, mais allons voir ailleurs. Donc, Kayembe, je vous donne un exemple. Un petit pays comme le Venezuela, qui peut être détruit demain, a su résister contre plusieurs coups d'État parce que ce pays-là a changé sa politique et son approche géostratégique. La Syrie se tire d'affaire convenablement jusqu'à maintenant parce que la Syrie a changé son approche géostratégique. C'est tout ce que nous demandons aux nôtres. Nous ne disons pas que ceux qui doivent diriger ce Congo-là descendent du ciel. Nous disons, revoyez votre géopolitique et votre géostratégie. Pourquoi est-ce que les mêmes qui nous ont foutu la merde doivent être tout le temps en train de vous donner les directives à suivre? Et puis, je vais terminer. Constituer un grand mouvement congolais. Regardez, nous sommes dans un monde où la Chine, avec le Parti communiste, a des millions de dirigeants, où la Russie, avec la Russie unie, a des milliers de dirigeants. Pourquoi est-ce que nous devons avoir un petit parti à gauche, un petit parti à droite? Dans un pays, nous avions à un certain moment jusqu'à 600 partis politiques. Ce sont les traumatismes de la guerre qui a duré 5 siècles, mais on doit pouvoir arrêter avec cette histoire-là.
pour nous remémorer Lumumba qui disait la plupart de ces partis qu'on appelle partis de l'opposition ne servent que les égos de leurs dirigeants. Nous devons pouvoir retrouver la voie de la mise sur pied d'un grand mouvement politique congolais avec un leadership collectif à même de pouvoir répondre aux besoins réels des Congolais. Ok, alors, M. Jean-Pierre, le temps a beaucoup filé, on a beaucoup plongé dans l'histoire et vraiment, c'était très enrichissant. Maintenant, revenons sur l'actualité. L'actualité, M. Jean-Pierre, le mois passé, c'était vraiment très riche en activités en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez, il y a eu élection ou bien désignation d'un président à la Commission électorale nationale indépendante et ceci n'a pas fait tarder les réactions qui sont venues de partout, surtout de la classe politique congolaise. Il y a eu des marches et des contre-marches et puis ce qui a un peu blessé tout le monde, c'était une marche de gens qui sont au pouvoir. Ils se disent en coalition, on a vu l'UDPS et ses alliés descendre dans la rue. Et puis, nous avons vu quelques semaines ou quelques jours après, nous avons vu FCC, PPRD avec alliés dans la rue. Est-ce que vous ne trouvez pas ça vraiment antipolitique? Vous voyez, donc, vous venez de répondre vous-même à votre préoccupation. Vous vous disiez qu'il y avait du pouvoir, mais il n'y a rien. Vous voyez, maintenant, la question que vous posez prouve que nous avons des institutions vide de pouvoir. C'est ça le problème, c'est-à-dire la guerre qui nous est menée depuis, prenons, ne fût-ce que depuis 1996, avait un objectif, créer un État raté, un État manqué. Là, nous sommes face à des productions des États ratés et manqués. Si ces gens-là avaient réellement le pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils marchent? Pourquoi doivent-ils aller encore chercher dans la rue le pouvoir populaire? Non, ça s'est fait, ça s'est fait. Prenez le cas de l'Afrique du Sud avec l'ANC. L'ANC est toujours au four et moulin. Donc là, c'est pour vous dire tout simplement que le pouvoir vient de la nomination du peuple. Quand ça ne marche pas, le peuple réagit. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça la question, c'est pourquoi moi je vous pose la question. Mais ce qui ne marche pas, c'est ceci. On ne peut pas. Le pouvoir, c'est quoi? Commençons. Nous avons aussi cette difficulté-là au Congo. Nous définissons mal les mots. Vous êtes père de famille. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour nourrir vos enfants. Et vous allez dire que vous êtes un véritable père? Avoir le pouvoir. Essayons. Je vais essayer avec vous de définir le pouvoir. Le pouvoir, c'est ceci. Ce sont les capacités matérielles, intellectuelles, spirituelles, culturelles, politiques, économiques, financières, militaires, juridiques, qui permettent à ceux qui les ont de pouvoir gouverner. Et les capacités qui leur donnent autonomie et souveraineté. Mais regardez, militairement, nous sommes infiltrés avec le processus de brassage et de mixage. Nous avons les militaires rwandais à Kananga, dans ma ville d'origine. Nous les avons dans plusieurs de nos villes. Le processus de mixage et de brassage a pris le CNDP, le RCD, le M23. Et ce processus les a redistribués partout au Congo. C'est-à-dire, notre armée a été infiltrée de l'intérieur et affaiblie de l'intérieur. Ça, c'est d'un de deux. Du point de vue des ministères, vous avez un monsieur du RCD Goma qui s'appelle Rouberois, qui est ministre de la décentralisation. Mais on est malade, mais on est fou. Ce monsieur qui a lutté pour que le pays soit balkanisé, vous le mettez là où il peut balkaniser votre pays. Mais on est malade. Mais il était vice-président de la République à un certain moment. Mais on est malade, on est fou. On ne prend pas quelqu'un qui lutte pour détruire le pays de l'intérieur, qui n'a jamais été jugé. Voilà, vous disiez ceci, on doit refonder le pays. On ne peut pas refonder le pays sans avoir mis sur pied. Vous parlez de l'Afrique du Sud.
l'Afrique du Sud a mis sur pied une commission vérité et réconciliation. C'est ce que j'avais proposé. Tant que chez nous, il n'y aura pas une commission justice, vérité et réconciliation, la refondation sera difficile parce que nous avons des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, des criminels économiques dans les institutions. Ces gens-là font que les institutions ne marchent pas. Parce que si les institutions marchent, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans la rue? Ils ne veulent pas que les institutions marchent. Parce que si les institutions marchent, ils vont être jugés et condamnés. Vous vous imaginez donc Kayembe, Kokalev Moutonde, un tortionnaire qui descend dans la rue pour marcher contre la dictature. Hein? Le monde change, non? Mais ce n'est pas. Non, tu ne changes pas. Ces gens-là ont commis tellement de crimes et vous savez, les Congolais sont formidables. Lambert Mende fait une émission à Top Congo et il est en débat avec le professeur Mbata. Lambert Mende finit par dire ceci, que tous ceux qui ont commis des crimes doivent être jugés. Mais ce monsieur vient du RCD Goma. Et en son temps, en s'en prenant au docteur Mukwege, qui menait la campagne pour qu'il y ait un peu plus de justice chez nous, Mende dira ceci. Les forces extérieures ont coalisé avec les Congolais pour tuer des paisibles citoyens. C'est Lambert Mende qui était du RCD Goma. J'avais écrit un article qu'on s'est encore retrouvé aujourd'hui en deux parties. Quand Mende dit la vérité. C'est ça le problème. Ces gens-là connaissent la vérité, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont été les alliés des forces extérieures pour tuer les Congolais. Et ils le font encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous que les gens qui ont tué les Congolais, qui ont détruit le pays, qui ont vendu les terres congolaises, qui ont violé les femmes, qui ont enterré les femmes vivantes, puissent faire en sorte qu'il y ait de la justice au Congo et qu'un jour, il puisse être jugé. C'est là que nous nous foutons le doigt dans l'œil. Ces gens-là ne devraient pas, en principe, être dans les institutions. Parce que les laisser dans les institutions, c'est les pousser à affaiblir ces institutions-là pour qu'un jour, ils ne puissent pas être jugés. Masika, Makobola, ce sont des femmes enterrées vivantes. Vous voulez que Roubero puisse être demain devant un tribunal pour qu'il réponde des forfaits du RCD Goma à Kasika et à Makobola? Voilà, vous ne pouvez pas parler. Donc, c'est un État manqué parce qu'il a des institutions vides de contenu et affaiblies par les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité et les criminels économiques. C'est un État raté parce qu'il est esclavagisé par les forces économiques dominantes et il n'arrive pas à répondre aux besoins essentiels de ces populations. Pas d'eau, pas de courant. Est-ce que c'est normal dans un pays où il y a du soleil du 1er janvier au 31 décembre, dans un pays où il y a plusieurs cours d'eau? Ce n'est pas normal. Mais ce pays a été produit par la guerre qui est perpétuelle pour qu'il soit à la fois un État raté et un État manqué. C'est à cela que nous devons pouvoir travailler. Nous devons pouvoir donner aux mots leur sens. Tout à fait. Alors, je pose une question là où je voudrais aussi que vous puissiez voir un commentaire. Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, a fait des nominations pour faire des remue-ménages dans l'armée et dans les judiciaires. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais c'est la même question. Est-ce que cette armée va juger ces criminels? Ceux qui ont tué nos frères à l'Est, au centre, qui ont enterré nos frères à Maluku. Le problème, c'est d'épurer cette armée-là. Est-ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est capable d'épurer l'armée? Mais cela ne peut se faire qu'au moyennant une commission, justice, nous devons faire la vérité sur ce qui est arrivé chez nous depuis la guerre de l'AFDEL. Pourquoi est-ce qu'on nous tue jusqu'à ce jour? On nous tue pourquoi?
Puisqu'il n'y a Parce pas que ceux que nous... d'unité. Il n'y a pas d'unité des Congolais, M. Non, ce Jean-Pierre. n'est pas ça. Jean-Pierre est là, et plutôt Félix Tshisekedi est là. Au lieu Non, de ce n'est nous pas mettre, ça. lui, qu'on travaille pour qu'on puisse les remettre des histoires Non, à on ne ordre, peut pas travailler on ne dans un le fait pas. non-État. On ne peut pas travailler sans refonder l'État sur... On doit refonder ça qu'avec quelqu'un qui est comme leader. Pas avec quelqu'un, mais avec des quelqu'un, avec un leadership collectif responsable, patriote. Ça se crée autour d'un individu. Il n'est pas là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que il n'y a pas d'eau au Congo. Il n'y a pas de courant. Ça viendra, ça ne peut pas se faire en un jour. Nos compatriotes sont tués. Il n'y a pas de drapeau en berne. Tous les jours, on les tue. Il n'y a pas de drapeau en berne. Nos frontières sont poreuses. Il n'y a pas longtemps, la Tanzanie, la Zambie a dit donnez-nous 7 jours. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Les frontières poreuses, un non-État, un État raté, un État manqué. Maintenant, si ces nominations-là peuvent permettre que l'armée puisse être purifiée de ces infiltrés qui sont passés par les mécanismes de mixage et de brassage, on peut applaudir. On peut applaudir. Mais le problème fondamental, c'est lequel? Le problème fondamental, c'est que cette armée participe aussi, de près ou de loin, de la mort du Congo. Regarde les masses de nos généraux. Tous millionnaires. Comment est-ce qu'un militaire peut être millionnaire? Mais ils ont vécu pendant... Il y a eu une étude faite par un groupe américain, INAF Project. Mais allez lire cette étude-là. Elle montre comment le monsieur qui était là pendant une vingtaine d'années s'est enrichi en enrichissant certains militaires dans l'armée pour que ces militaires puissent être placés face à nos populations. Alors, s'il y a une solution, c'est de conclure une alliance civico-militaire, de façon que les civils arrêtent d'être les bilangayaba militaires, nayaba policiers. Nous n'avons pas cette alliance-là chez nous. Donc, j'ai vu lors d'une marche des policiers foncer les portes des compatriotes pour aller voler leur téléphone portable. Raison pour laquelle il y a ces changements maintenant. Oui, mais est-ce que le changement va purifier l'armée des intrus? Il faut commencer par quelque part. Est-ce que dans ma ville à Kananga, à Lefo, on va enlever tous ceux qui sont venus du CNDP et des autres groupes armés qui étaient à l'Est? Donc, mais le problème, c'est de se dire la vérité sur ce qui est arrivé. Si ces gens-là ont infiltré l'armée, c'est parce qu'ils voulaient détruire le Congo de l'intérieur. Et nous devons pouvoir avoir un moment où nous pouvons nous asseoir et revenir sur toutes ces questions-là. Justice, vérité et réconciliation. Et nous avons la chance d'avoir le rapport mapping qui nous facilite la tâche, monsieur Donkayembe. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Jean-Pierre, quand nous parlons de la refondation du pays, donc nous avons parlé des désignations de l'animateur principal de la CENI. Alors ici, nous avons quelqu'un qui nous est très proche, qui est candidat à ce poste-là. Je parle de monsieur Paul Sapou Moukoulou. Dans la perspective des élections justes, transparentes et acceptables par tous, vous voyez, M. Paul Sapou, un candidat qui faudrait vraiment à cette place-là. Encore une fois, donc, Paul Sapou, un monsieur que je respecte beaucoup, qui est mon aîné et mes relations avec lui sont beaucoup plus fraternelles que le reste. Mais je me pose la question des élections justes dans un non-État. Est-ce que c'est possible? Voilà, vous avez posé un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par poser les bases de la refondation de l'État en passant par la commission Justice, Vérité, Réconciliation en nous servant du rapport mapping? Quand ce travail-là est fait, si demain Paul Sapou est choisi comme responsable
de la Commission électorale nationale indépendante, je n'y verrai aucun inconvénient. Mais ne faisons pas comme on dit dans votre langue maternelle. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par refonder l'État, un État souverain au cœur de l'Afrique. Quand cela est fait, parce que, donc, ne soyons pas aussi fous que ça. Regardons les processus électoraux à travers le monde. Ça nous donne quoi? La France a eu Macron. Est-ce que Macron a réussi à gérer la France? Chez vous, aux États-Unis, Trump est en train de se plaindre. Il dit si les élections se passent dans ces conditions, on va tricher. Vous imaginez un pays aussi sérieusement mis sur le piédestal à travers le monde que les États-Unis, qui commence à se plaindre comme tous les autres pays du monde, c'est-à-dire à travers le monde, le processus électoral commence à poser un problème sérieux. Il sert à quoi? Est-ce qu'il ne sert pas à pouvoir avaliser les candidatures des citoyens soutenus par les États profonds du monde? Si c'est à cela que ce processus-là sert, le peuple n'a pas à y adhérer. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par poser les problèmes essentiels. C'est ça. Refondons l'État au cœur de l'Afrique et entre nous quand même, dans tous les pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections dans la plupart des pays du monde. Tout à fait. Oui. Pourquoi est-ce que chez nous, ça fait exception? Pourquoi? Qu'on remette le pays sur les rails, le ministère de l'Intérieur pourra s'occuper des élections. Oui, mais la CENI existe dans la plupart des pays qui organisent ces élections-là au niveau de l'intérieur, mais c'est une section spécialisée. Oui, mais du ministère de l'Intérieur, oui, oui, oui. Revenons à cette formule-là. Mais commençons par refonder l'État sur des bases de souveraineté, de la réciprocité entre les États à travers le monde, de la non-ingérence des pays, des États extérieurs dans notre politique intérieure. Refondons l'État sur l'autodétermination des peuples. Si nous respectons la charte de l'ONU sur la refondation de l'État, il n'y aura rien de tout cela. Commençons aussi par emprunter de l'argent aux Congolais au lieu d'aller chercher de l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Ça, nous allons en parler prochainement. Monsieur Jean-Pierre, ça c'est très capital, ça tout de souci. On va parler ça en profondeur prochainement, mais j'ai la dernière question puisque le temps commence à tendre vers la fin. Ici, en tant que fils du terroir, il y a une plainte qui semble être générale au niveau de la République démocratique du Congo de l'implication tacite de l'Église catholique dans la politique. Avec ses animateurs actuels, pour ne pas parler de l'actuel cardinal, c'est vraiment un parti politique avec son secrétaire de Senko, si je peux le citer, Abbé Chollet. Donc c'est vraiment un autre parti politique de l'opposition. Il cherche à faire de contrepoids à tout, sauf à rien. Est-ce que vous ne sentez pas que ça va mettre mal à l'aise certains chrétiens dans cette église? Mais souvent, quand on parle de l'église et de la politique, moi, je rigole. Je rigole pourquoi? Regardez. Relisez Amos. Relisez Isaïe. Relisez Osée. Relisez Jésus. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire chez Matthieu. Comment voulez-vous que l'Église se taise dans un pays où les gens n'ont pas à manger, à boire? Et quand l'Église ose lever le ton pour dire nous voulons que les choix puissent être faits de manière claire. Selon sa volonté, ce qui n'est pas bon. Non, non. Dans le respect des règles, voilà. On dit l'Église fait la politique. Il peut se faire, il peut arriver effectivement que les responsables de l'Église se trompent, mais ils se tromperaient comme tous les autres Congolais. Vous savez, j'ai des documents dans ma maison ici de l'Église de la France sur la gestion de son pays. Donc,
l'Église prend sa part citoyenne à la gestion du pays et l'Église s'inscrit dans une longue tradition prophétique. Monsieur Don Kayembe, renseignez-vous. Les pays de l'Amérique latine sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens comme Léonard de Boeuf, des gens comme le frère ici, Frey Beto, les gens comme le dominicain ici qui a écrit La force historique des pauvres. La théologie de la libération a apporté énormément aux pays latino-américains. Chez nous, on a mal habitué les chrétiens en leur faisant croire que le rôle de l'Église se limite à l'Église. C'est faux. Le rôle de l'Église, c'est aussi de lutter pour que la dignité de l'être humain puisse être respectée. Et c'est cette lutte-là que Jésus a menée et pour laquelle il est mort. Je suis d'accord, Jean-Pierre, je suis d'accord avec vous à ce point, mais ce qui se passe chez nous, quand les gens commencent à se plaindre à haute voix, c'est quand vous êtes dans une commission de sélection de candidats à la CENI, vous dites non, tel ne peut pas être sur la liste puisqu'il est des mêmes tribus que le chef de l'État, tel ne peut pas, puisque là, ça devient maintenant une histoire purement injuste et rien à faire avec l'Église. Mais donc, non, mais il ne faut pas confondre. Il y a une confusion terrible au Congo. Le point de vue des individus n'engage pas toute l'Église. Mais cet individu-là incarne, donc il est le représentant légal de l'Église au pays. Mais là, c'est une réduction de l'Église à sa hiérarchie. L'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, nous sommes en retard sur l'approche de l'Église selon Vatican II. L'Église, la hiérarchie n'incarne pas l'Église. L'Église, c'est d'abord l'Église de Jésus-Christ. Pyramide renversée. Non, oui, la pyramide renversée. Alors, pourquoi est-ce que nous oublions le renversement de la pyramide avec Vatican II? Vatican II définit l'Église d'abord comme peuple de Dieu. Mais maintenant, réalisons notre histoire. Maloula a fait quoi? Maloula, tout le monde veut imiter. Tout le monde, tous les cardinaux veulent imiter Maloula, mais ils le font mal. Oui, mais ils sont critiquables. Ce n'est pas parce qu'ils sont des cardinaux que leurs points de vue ne peuvent pas être remis en question de manière citoyenne. Donc, quand nous, en tant que prêtres, nous venons dans le débat politique, nous avançons nos points de vue en tant que citoyens. Et ces points de vue peuvent être critiqués. On n'interdit pas aux citoyens de pouvoir remettre en question nos points de vue ne sont pas paroles d'évangile. Après cette émission, si vous le publiez, il y aura des critiques et c'est normal. C'est normal. Donc, un cardinal émet son point de vue, mais vous pouvez remettre en question ce point de vue-là. Cela ne signifie pas qu'à travers le cardinal, c'est toute l'Église qui s'est prononcée. Non. C'est le cardinal émet son point de vue à partir de ce qu'il a comme critère d'appréciation. Mais la meilleure des choses à faire serait de le renvoyer aux principes généraux. Voilà, pour l'élection des membres de la CENI, les principes auxquels on obéit sont X, Y, Z. Un point. Si il est allé à côté de ces principes-là, il est à côté de la plaque. On ne va pas dire que parce que le cardinal a parlé et la cause est entendue. Non. Et puis, on ne s'attaque pas à lui parce qu'il est cardinal. Parce qu'il y a eu aussi des travers. Et chez nous, maintenant, c'est la mode hein, des attaques ad hominem. Donc, parce que c'est le cardinal, alors, ça devient en bongo, à gauche, à droite, on l'insulte. Non, l'insulte chez nous est devenue facile. Mais alors, il faut s'épargner à faire ça. Non. Ça n'a pas vraiment été facile. Débattre signifie argumenter, ne signifie pas. Mais lui croit qu'il a le monopole de la. Oui, mais montrez-le. Les compatriotes peuvent le montrer en argumentant, pas en l'insultant. Non. C'est ça le problème du Congo aujourd'hui. Tout le monde croit qu'il a le pouvoir de pouvoir insulter.
les attaques ad hominem manifestent notre, notre faiblesse intellectuelle, c'est notre incapacité de pouvoir argumenter. Le cardinal a dit quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord, mais avancez les arguments contraires et allez vers les principes qui montrent qu'il est à côté de la plaque. Mais n'insultez pas le cardinal en tant qu'individu. Nous autres, qui sommes habitués aux émissions, mais on nous insulte matin, midi et soir. Nous, on a réussi à mettre les cotons dans nos oreilles. On n'entend plus ça. Mais nous devrions... Qu'il le fasse ainsi aussi, hein, puisqu'il a choisi d'être dans ce jeu politique. Non, mais donc, c'est que vous ne dites pas ceci. Est-ce que le cardinal est un citoyen congolais? Donc, pour vous, un prêtre, un cardinal, doit dire la messe et après la messe... Non. Il peut aller dans le débat de la société, mais sa position ne doit pas refléter ce que l'autre nous fait voir. Il a des candidats, pour lui, c'est un groupe tel et tel groupe n'a pas raison. Et on l'a vu depuis le début des élections. Il parle de 40 témoins avec les 40 téléphones cellulaires qu'il a été donné par un groupe politique. Là, ça ne va pas. Mettons, tout sur ces élections-là, n'a pas été encore dit. Vous savez, notre pape a publié un livre, une encyclique, que plusieurs d'entre nous n'ont pas encore lu. Quand plusieurs d'entre nous, au Congo, liront l'encyclique Laudato Si, plusieurs ne pourront peut-être pas remettre en question le travail, la participation citoyenne des prêtres, des évêques et des cardinaux. On accepte ça, Jean-Pierre. On accepte ça, mais le problème est qu'il ne faudrait pas que vous soyez d'un côté et vilipender de l'autre côté. C'est ça, le comportement des gens qui sont chez nous. On a senti dès le début, tout ce qui est Félix est à vilipender et il n'est pas acceptable, il ne devrait pas être là, mais il est là, puisque la Bible vous dit, toute autorité vient par n'importe quel moyen, il est là comme autorité du pays. Non. Là, nous induisons le peuple en erreur. Regarde. Qu'est-ce que vous pouvez faire attendez un peu donc. Cette histoire de toute autorité vient de Dieu. C'est biblique, hein? Non, ce n'est pas biblique du tout. Ce qui est biblique, c'est ce que Salomon a demandé à Dieu il y a une semaine. Quand Salomon est choisi comme pour pouvoir diriger le peuple d'Israël, il dit ceci à Dieu: donne-moi un cœur intelligent, sage et attentif. Sans cela, comment un jeune homme comme moi je pourrais diriger ton peuple? Donne-moi l'art de gouverner. Qui dit art dit des principes. L'autorité qui vient de Dieu promeut l'humain. C'est ainsi que je vous ai cité Isaïe, Amos, Osée et les autres prophètes. Quand le prophète Nathan va s'adresser à David, qui a pris la femme de Uri le Hittite, il le fait aussi au nom de Dieu. Ça, souvent, quand nous disons chez nous que le pouvoir vient de Dieu, nous n'évoquons pas Nathan. Nathan va dire ceci à David. Je paraphrase, Dieu t'a tout donné. Si tu pouvais encore avoir besoin que Dieu te donne davantage, il allait le faire. Mais pourquoi es-tu parti prendre la femme de Uri le Hittite? Ça aussi, c'est biblique. Ce qu'on oublie souvent quand on parle... la faiblesse humaine. Oui, mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de la Bible, ce sont ces positions des prophètes qui sont claires à l'endroit de leurs gouvernants. Et ils sont morts pour cela. Et Jésus, dans les évangiles, s'adressant aux scribes et aux pharisiens, leur dit ceci: vous construisez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Les prophètes ont été tués parce qu'ils étaient du côté de la vérité. Et l'Église, par certains de ses membres, prêtres ou chrétiens, s'inscrit dans cette tradition prophétique. Est-ce que vous savez qu'Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a osé dire à Hérode qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère. Ça aussi, c'est biblique. Pourquoi quand nous évoquons des textes bibliques, nous oublions ces autres textes? Ça, c'est d'un de deux. Non, mais n'oublions pas,
que le peuple d'Israël, que nous aimons beaucoup évoquer, avait à la fois le culte et la justice et le Sanhédrin. Il faut combiner les deux. Et les prophètes ont beaucoup lutté. Prenez les textes d'Amos. Amos 2, 7. Ils vendent le pauvre pour une paire de sandales. Il s'adressait au gouverneur de son pays. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui au Congo, quand les prophètes de l'Église s'adressent au gouverneur, on doit leur opposer, tout pouvoir vient de Dieu, et on oublie le rôle prophétique. Jean-Pierre, vous semblez ne pas comprendre la préoccupation. Qu'ils le fassent sans parti pris. Oui, mais quand il le fait... Ils vont là-bas comme un parti de l'opposition. C'est ça la graine dans la soupe. Donc, oui. Quand il le fait avec parti pris, qu'il soit critiqué, argument à l'appui, sans insulte. Moi, je ne vais pas à l'encontre de ce que vous dites. Quand vous remarquez, ou quand les Congolais remarquent qu'il le fait avec parti pris, qu'ils argumentent. Chez nous, souvent, ce sont des supputations. Ce sont des suppositions. Non, là, ça doit cesser. Là, ça doit cesser. On est des arguments rationnels. Voilà, monsieur le cardinal, vous avez dit ceci, mais les lois qui nous dirigent, qui nous gouvernent, disent ceci. Les lois ne disent pas que le choix doit tenir compte de la tribu ou de... Non, mais là, c'est un débat rationnel, raisonnable. Ça n'a rien à voir avec des insultes. Ça n'a rien à voir avec cette tendance à pouvoir enfermer l'Église à la chapelle, dans les quatre murs. Nous, notre pape nous invite à aller à la périphérie, là où les gens ont des problèmes avec leur quotidien. Il ne nous dit pas, enfermez-vous dans les quatre murs quand vous avez célébré l'Eucharistie. Il dit, allez à la périphérie, allez souffrir avec vos populations, allez discuter avec vos citoyens, cherchez avec eux comment trouver ensemble des solutions aux questions qui se posent. Et encore une fois, je recommande de lire l'encyclique de ce monsieur, le monsieur François, qui a écrit une encyclique très importante, Laudato Si. Et je vous dis, c'est chez lui que j'ai emprunté l'expression la guerre par morceaux. C'est le pape qui en parle, hein? Ce n'est pas un prêtre ou un chrétien. C'est le pape qui, critiquant la guerre telle qu'elle est en train de se mener à travers le monde, la dénomme une guerre par morceaux. C'est ça. Alors, M. Jean-Pierre, nous avons vraiment épuisé tout le temps nous imparti. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une très dernière question. Et je sais que vous êtes habile et très averti. Je pense que vous allez donner une réponse claire et précise. Je vais vous demander ceci. M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 1 année et 8 mois. Est-ce que, dans toute sincérité, vous pouvez dire qu'est-ce qui est positif à son actif et qu'est-ce qui est négatif à son actif et quel conseil vous lui donnez pour pallier au négatif? Donc, mais nous n'avons pas les mêmes prémices. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous me demandez d'être sincère, acceptez que je vous dise que nous n'avons pas les mêmes prémices. Nous n'avons pas les mêmes prémices parce que moi, je n'ai pas la même notion de pouvoir que vous. Pour moi, ce qu'il y a au Congo, ce n'est pas le pouvoir. Non, je parle des observations. Il est là. Non. Qu'est-ce que vous avez observé chez Félix? Oui. Attendez. C'est objectif, ça. Non. Je ne peux pas partir des prémices que je ne partage pas. Les miens... S'il n'y a pas de logique ici, il y a l'observation pure et simple. Non, ce n'est pas logique. Pour moi, ce n'est pas logique parce que chez moi, je ne peux pas parler du pouvoir os comme si c'était un pouvoir. Je vous ai défini le pouvoir à travers notre échange. Mais maintenant, je vais dire quelque chose de positif. L'ouverture de l'espace public. Le fait qu'aujourd'hui, les compatriotes puissent s'exprimer librement, sans être poursuivis, même s'il y a des cas d'abus,
comme on les a vus par-ci, par-là, pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Le fait qu'ils réussissent à organiser chaque semaine un conseil des ministres. Donc, j'ai dit tout cela en ajoutant que je ne crois pas dans la notion du pouvoir au Congo. Non, Mais tout à fait. oui, oui, le fait qu'il y ait cette rencontre permanente, c'est positif. Le fait qu'il ne soit pas trop dans les médias en train de réagir, c'est positif. Le fait que le Covid l'ait bloqué au Congo, c'est positif. Parce que la plupart de ces voyages commençaient à agacer les compatriotes. C'est ça. Donc, l'ouverture de l'espace public devrait être une question à travailler davantage. Maintenant, le conseil, c'est d'abord... Non, les négatifs. Les négatifs. Non, je n'aime pas le mot négatif. Ok, ça va. Un conseil, c'est d'abord qu'il se débarrasse de la chaîne qui s'est mise au cou. Une chaîne, ça se coupe. C'est-à-dire s'il coupe la chaîne c'est quoi? au cou, et je vais d'abord avancer, je vous dirai ce que je veux dire. Okay. Qu'il coupe la chaîne qui s'est mise au cou en diversifiant le partenariat stratégique. C'est important pour le Congo. Le Congo ne peut pas être enfermé dans une unipolarité. Aujourd'hui, le monde est multipolaire et il est important que cela se ressente au Congo, que le Congo s'inscrit dans la perspective de la multipolarité. La corde, c'est beaucoup plus. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les États-Unis. Mais la pire des cordes, c'est ce que lui-même a dit. Nous, classe politique, nous fonctionnons comme une mafia. Comment va-t-il faire? C'est lui qui l'a dit. Comment va-t-il faire pour que la classe politique, lui compris, l'UDPS compris et comprise, ne puisse plus se comporter comme une mafia? C'est là, encore une fois, qu'au revenir à la mise sur pied de la commission justice, vérité et réconciliation est indispensable, à mon avis. C'est ça. Et l'épuration de l'armée. L'épuration de l'armée. Il a une chance énorme. Il a une chance énorme. Et il a beaucoup de fanatiques. Et il est accepté par ses compatriotes. Beaucoup de ses compatriotes. En dehors de nous, les critiques. Nous sommes ces critiques les plus acharnés. Il est accepté par plusieurs de ses compatriotes. La pire des choses qu'il pourrait faire, c'est de les décevoir. Si demain, après-demain, avant son mandat, il ne met pas en place une justice juste, je parle bien d'une justice juste. Donc, encore une fois, commission, justice, vérité et réconciliation, si il ne donne pas avec son gouvernement, en impliquant les compatriotes, l'eau courante et le courant, il risque de passer du mauvais côté de l'histoire. Donc, si demain, il veut tout remettre à plat, une commission, justice, vérité et réconciliation. Cela pourra permettre aux blessés des élections de 2018 de pouvoir s'exprimer autour d'une table. Ce n'est pas un dialogue, c'est des Congolais qui, vu la façon dont leur pays est en train d'aller à volo, se disent « arrêtons-nous ». Qu'est-ce qui nous est arrivé pendant plus de 20 ans
Et comment allons-nous refonder notre pays sur des bases sûres pour que ça devienne réellement un État? Alors, il devra, je termine par là, comprendre que nous, ses compatriotes, nous n'allons pas le ménager. Nous n'allons pas dire, moi surtout, je ne dirai pas, oh, mais c'est mon frère, c'est mon pote. Non, nous n'allons pas le ménager. Il est là comme responsable. Nous ne le ménagerons pas. Nous dirons ce que nous voulons dire pour que ce pays-là, qui nous appartient à nous tous, soit remis sur les rails. Et lui-même aurait dit, semble-t-il, qu'il a besoin que ce qu'il fait puisse être critiqué. Alors, qu'il ait le temps d'écouter beaucoup plus ses critiques que ses fanatiques. Parce que les fanatiques vont l'induire en erreur. Les turiféraires vont l'induire en erreur. Les applaudisseurs vont l'induire en erreur. Il a la chance de travailler à côté de certaines personnes qui excellent dans la maîtrise des textes. Qu'il écoute ces personnes-là. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, si nous voulons que ce pays-là aille de l'avant, nous devons pouvoir partir des principes, des textes, et pas des individus. Lui doit comprendre qu'en tant qu'individu, il doit passer. Cela, il doit le comprendre et ne pas chercher à s'éterniser pour créer des crises. Hein? Donc, si lui remet le pays sur le respect des textes, mais des textes, mais des textes qui servent le peuple, pas les individus. Vous savez que nous sommes, beaucoup de compatriotes ne sont pas contents des dimensions de son cabinet, par exemple. Non, on doit le lui dire, on ne doit pas dire parce que c'est le nôtre, on doit le ménager. Non, nous, on ne le ménage pas parce que ce pays-là nous appartient à nous tous. Nous devons pouvoir le dire. Il y a eu le fait historique qu'il soit là. Oui, il est là. Mais que nous revenions à la vérité, à la justice, qui permet des réparations, des réconciliations et du pardon. Sans ce processus-là, et nous pouvons être aidés dans ce processus par le rapport mapping qui existe. Pourquoi ne pas s'entourer, par exemple, des messieurs qui luttent sur ce point-là, comme le docteur Mukwege, de façon que demain, notre pays soit refondé sur des bases justes, équitables, patriotes. Voilà. Ok, en tout cas, grand merci, Monsieur Jean-Pierre Mbelou. Chaque fois que nous sommes avec vous, nous sommes dans l'auditoire. Donc, il y a la matière qui abonde et vraiment, nous en sommes très reconnaissants. Nous vous remercions pour aujourd'hui, Monsieur Jean-Pierre Mbelou, et espérons nous retrouver très prochainement, puisqu'il y a vraiment de la matière pour larguer sur le Congolais, puisqu'il y a un problème, il y a un déficit, il faut le dire, dans l'éducation sociétale et l'éducation politique chez les Congolais, comme vous l'avez évoqué là, les insultes faciles, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait vraiment apprécier en tant que gérant de la société. Et le Congolais doit apprendre que la démocratie, ce n'est pas l'insulte facile et l'intolérance. Merci encore, M. Jean-Pierre Mbelou, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement et à la prochaine. Merci bien donc, AMB. À la prochaine. Okay, merci. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. C'était vraiment une émission très abondante en matière. Merci à Jean-Pierre Mbelou qui ne manque jamais de donner un peu de morale et surtout une réflexion pour que notre société puisse avancer. Alors là, nous disons grand merci à Raphaël Tchananga depuis Kinshasa, qui est notre chef d'antenne de la BDC. Nous disons merci aussi et salut à Théodore Bakatula, qui est notre caméraman, le meilleur à Kinshasa jusque-là. Nous disons merci et salut à José Kapajika, le technicien de la VDC actuellement à Kinshasa. Et ici aussi, nous voyons le grand informaticien technicien de la VDC en Grèce. Je parle de Pascal Tamboué.
Merci donc, c'était Don KMB depuis notre City pour le compte de la Voix de la démocratie congolaise dans l'émission Tribune de la Diaspora, une émission hebdomadaire qui vous sera présentée encore le week-end prochain. Merci et à la prochaine.